Merci beaucoup, Nasser Khemir, d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup pour ce film. Tout d'abord, je voudrais commencer par la toute fin du film. Avant la projection, je vous avais encouragé à prêter attention au générique de fin, et donc vous avez vu la lettre qui avait été écrite par les membres du jury du Festival des réalisateurs tunisiens. Qu'en est-il de cette lettre? A-t-elle été envoyée Oui, apparemment elle était portée par le président du jury au président du Parlement, qui l'a bien reçu, lui a offert un café, et puis il n'y a pas eu de suite. Voilà. Et donc, qu'en est-il aussi de la diffusion du film? Avez-vous essayé de... Au fait, il y a un vrai problème, parce qu'on a très peu de salles de cinéma, mais ces salles aussi sont accaparées, ces écrans sont accaparés par le cinéma européen, puisqu'il y a une aide à la diffusion des films européens, même chez nous, et donc les exploitants de salles préfèrent sortir des films européens que les nôtres. On a des écrans colonisés, en d'autres termes, pour être très direct. Naturellement, moi je suis allé voir une des salles, qui me connaissent très bien naturellement, et je leur proposais de passer le film une fois par semaine seulement, pendant un certain temps, à n'importe quelle heure, ça peut être à 11h du matin, le dimanche, n'importe quelle heure, simplement pour donner la chance aux gens de le découvrir. Naturellement, ça a été un refus, poli, mais un refus, ce qui m'a amené à écrire le livre des marges pour continuer un peu le dialogue sur toute cette affaire. Voilà. Et le livre des marges, je crois que la copie est là-bas. Oui, et comme je vous le disais avant la projection, c'est aux éditions de l'Œil. Donc dans le livre... Je vous le montrerai à la fin. Oui. Voilà. Et donc dans le livre des marges, justement, vous mettez en parallèle l'histoire du pays du bon Dieu et Par recommencer. Et en fait, pourquoi ce choix de mettre en parallèle les deux films, qui en même temps sont très différents? Et je dirais même qu'en fait, si on met ces deux films en parallèle, il y a peut-être l'histoire de la Tunisie aussi là-dedans. En fait, c'est les deux films où je me suis penché sur la question tunisienne directement. Mon premier film, L'histoire du pays de bon Dieu, se résume en deux mots. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vit dans le pays du bon Dieu, et le bon Dieu ne s'occupe pas de lui. Alors il a décidé de quitter le pays du bon Dieu. Puisque le bon Dieu ne s'occupe pas de lui, il part à la recherche d'une frontière qu'il ne trouvera jamais. Voilà le film. Entre-temps, il rencontre plein de choses, etc., etc. Mais c'est un film métaphorique qui passait à l'époque, en 1976, à la télévision, à Antenne 2, à France 2, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle à l'époque, mais il est passé à la télévision française à l'époque. Le film, ce premier film, n'a pas été reçu en Tunisie à l'époque, jusqu'à maintenant il n'a pas été reçu. Et à l'époque j'ai dit, puisque ce que je fais n'est pas reçu, il vaut mieux que je m'occupe de choses qui m'intéressent moi, qui intéressent à la limite moi le pays, mais qui m'intéressent moi, c'est-à-dire ne pas travailler sur la société, mais plutôt sur la civilisation. Et donc tous mes autres films parlent de la civilisation arabe, arabo-musulmane, africaine. Voilà. D'où la trilogie du désert avec les baliseurs du désert, le collier perdu de la colombe et Baba Aziz, le prince qui contemplait son âme. Et je me suis écarté complètement de la perspective sociale en Tunisie, bien que les films posent des problèmes qu'on pourrait dire politiques. Voilà. Tous d'ailleurs. Mais une autre façon de voir la politique.
Avec la Révolution, je suis intégré à des groupes de réflexion, etc. Et j'ai vu qu'on était en train de refaire les mêmes bêtises ou les mêmes fautes que les autres, qu'il n'y a pas eu de souffle innovant. Et donc, je me suis dit, il faut absolument faire un film qui serait un peu le deuxième volet d'Histoire du pays de bon Dieu 40 ans après, mais qui serait un discours plus direct. Comme je connaissais un peu quelques ministres, je leur proposais de me subventionner, disons, le prix d'un court-métrage pour faire un long-métrage là-dessus, mais ça n'a pas marché. Et un jour, j'ai reçu un prix de $7 000. Alors j'ai décidé de faire le film. Au fait, le film était fait en 5 jours. 2 jours dans la radio, une demi-journée pour l'ouverture du film d'exposition, une demi-journée pour le cimetière et une nuit avec la voiture. Voilà. En plus, je ne vais pas raconter toutes les coulisses du travail. C'était fait avec une caméra 5D. C'est vraiment le degré zéro du travail. Mais c'était tellement urgent que je me suis dit, bon, il faut absolument que je le fasse, et voilà. Et donc, c'est le deuxième volet, et c'est les 2 films directs sur la Tunisie. Et en fait, par où commencer décidément, on pourrait dire, décidément un film parlé. Donc, vous filmez la parole, vous mettez en scène la parole. De ce point de vue, on pourrait dire que c'est un film de conteur. Et d'ailleurs, vous êtes cinéaste, auteur, plasticien et conteur aussi, ça se voit dans le film. Mais en fait, j'ai une question par rapport justement au rapport entre la parole et l'image. Parce que dans tout le film, vous parlez de l'importance de l'image, donc de l'éducation à l'image, du regard. Et là, bon, il y a un regard, évidemment, dans la mise en scène de la parole, mais vous parlez beaucoup de l'image. Et par exemple, dans vos films précédents, et notamment la trilogie du désert, je dirais que ce sont des films d'image. Vous avez fait tout un travail pour rechercher une iconographie qui leur soit propre, pour imaginer un univers autre, justement pour ne pas retomber dans le mimétisme dont vous parlez également dans Par où commencer. Donc pourquoi, pour ce film, avez-vous décidé de passer d'un film d'image à un film de parole, à la mise en scène de la parole, où les mots viennent avant tout? Ah bah, tous mes autres films n'ont pas fait bouger grand-chose dans la société tunisienne. Et donc, je me suis dit peut-être que si je faisais un discours direct, mais vraiment direct, j'aurais un retour. Voilà, je ne l'ai pas eu non plus. Et d'ailleurs, ça m'amuse beaucoup parce que chaque fois, ça m'oblige à faire une surenchère. C'est parce que le film n'est pas sorti en salle que j'ai écrit le livre. Et maintenant, c'est parce que le film n'est pas reçu que je vais reprendre tout le film en pièce de théâtre. On va voir ce qui va se passer. Oui, en fait, on va annoncer ça juste avant la projection. Je trouve que c'est une super idée. Absolument. Donc, en fait, vous parliez justement de l'importance donc de l'imagination par rapport au réel comme vecteur d'un réel qui serait autre, donc un réel à construire. Et aussi du problème de la copie et du mimétisme. Et de ce point de vue-là, je dirais que là-dessus, vous construisez aussi un autre rapport à la mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai bien compris, vous êtes en train de dire qu'il faut rechercher une autre mémoire. Il faut construire une mémoire si on veut construire un autre avenir. Disons, il faut reviser les textes. Il y a les lectures. Excusez-moi, je donne mon micro parce que j'ai l'impression qu'il marche mieux que le vôtre. Non, parce que je le oui, d'accord. Je parle doucement. Donc, non, il faut faire une relecture des textes, c'est tout. C'est-à-dire que la lecture de mon père, de mon grand-père du même texte n'est pas la mienne.
le monde a évolué et je pense qu'il y a beaucoup à dire sur tous les textes classiques. Beaucoup, beaucoup. C'est que moi, pour m'amuser, souvent, je dis si l'espoir se mesure au chantier qui nous attend, il y a un grand espoir dans le monde arabe parce qu'il y a un chantier énorme à faire à tous les niveaux. Très peu de gens savent, par exemple, que la façade de l'Institut du monde arabe, qui paraît comme une invention, une création extraordinaire d'un architecte très célèbre, est simplement inspiré d'un tirage du Xe siècle fatimide du Caire. C'est le même dessin. Et en plus, à la même époque, il y avait le plus grand savant sur l'œil, qui s'appelle Ibn al-Haytham, et du coup, quelqu'un qui plonge dans cette culture du Xe siècle, qui fait l'association entre le tirage et l'idée de l'œil, on a la façade, dans son idée et parfois dans sa composition. Il y a beaucoup à dire. Si vous prenez un des plus grands créateurs de mode, Fortuny à Venise, Fortuny s'est inspiré du costume et de la calligraphie arabe pour une bonne partie de sa création. Et c'est connu pour ceux qui ont fait des recherches. Il y a plein de choses comme ça. Plein. Le problème, c'est que parfois, nous sommes dépossédés de notre propre culture et naturellement, on la met sous cellophane et on nous la renvoie, on ne la reconnaît pas. Donc il y a tout un travail de mise à plat, de relecture, d'interrogation et de choisir qu'est-ce qui est vivant là-dedans. C'est comme un héritage de plantes ou de graines, et savoir qu'est-ce qui peut encore pousser. Et en fait, en ce sens, si on réfléchit donc à cette réflexion sur la relecture, en fait, votre film présente, je dirais, une articulation entre le cinéma et la mémoire qui est très différente de celle qu'on a vue dans les 3 films précédents de ce cycle, c'est-à-dire Sangizanga, Camp de terreur et Sahraounia. En fait, pour vous, quand il s'agit de mémoire, vous remontez toujours très loin. Pourquoi ? Disons, on a assez payé la colonisation. On ne va pas passer encore du temps à essayer de la discuter, d'essayer de... Non, il faut enjamber. Il faut aller faire un saut, s'enraciner un peu plus loin avant de la colonisation et repartir de là. Moi, ce que j'ai fait. Pourquoi ? Parce que mon problème essentiel est de préparer ces enfants et les aider à rebâtir quelque chose en temps de paix. Malheureusement, on est en temps de guerre. Mais moi, j'ai toujours travaillé pour un temps de paix. Donc, je dirais, négligeant les mauvaises choses pour aller chercher les bonnes choses. D'ailleurs, c'est ce que vous dites aussi au tout début du film, quand on parlait de l'ange de la grenade amère et de votre choix de représenter un ange. Oui, d'ailleurs, les tableaux qu'on voit dans le film sont beaux. Oui, c'est mes tableaux à moi. J'avais une question par rapport à la langue de ce film. Pourquoi avez-vous, contrairement justement à l'autre volet tunisien, donc l'histoire du pays du bon Dieu qui était en arabe, et également au film de la trilogie du désert, pourquoi avez-vous décidé de tourner par recommencer en français ? Parce que, au fait, j'ai vécu presque la majeure partie de ma vie en France. Et 2, que me jettent mes débats sur l'esthétique et le reste se sont passés en langue française. Et puis, toute l'élite tunisienne qui m'intéresse. C'est pas un film populaire, hein, c'est un film pour moi, qui interpelle l'élite, qui a les moyens et qui peut réfléchir et faire des débats, changer des choses. Et donc, je me suis dit, allant à l'économie, et parlant directement à ceux qui peuvent entendre ce discours. Voilà.
Et après tout, c'est aussi intéressant que les autres découvrent comment on pense. Donc... Et aussi, une autre question par rapport, donc, film parlé, mais vous insistez beaucoup sur l'importance de l'éducation à l'image. Et en fait, je trouve également que c'est quelque chose de primordial, surtout aujourd'hui, on est effectivement bombardé par les images. Mais quelque chose que j'ai remarqué à chaque fois que dans mes cours j'utilisais donc des extraits de films ou des photos, et je remarque même entre chercheurs, il y a souvent même donc dans des milieux intellectuels et qui devraient être, comment dire, assez ouverts à utiliser d'autres langages que l'écrit, mais il y a très souvent je dirais une incapacité à voir, ou plutôt à regarder. Et donc, ce que vous dites, je trouve que ça résonne beaucoup. Et comment expliquez-vous cette, je dirais, ce rapport omniprésent à l'image, mais en même temps cette incapacité à regarder? Parce que les chercheurs écrivent sur l'image, ils ne font pas d'image. C'est comme les critiques qui écrivent sur les dessins, mais ils ne dessinent pas. Alors que si on repart avec les enfants, dès qu'ils se plongent dans le dessin, ils font corps avec le dessin. Donc, le dessin n'est pas à l'extérieur d'eux, c'est leur propre, c'est une continuité au corps. C'est-à-dire qu'au fait, on intègre les choses par le corps. Il suffit pas, l'esprit n'est pas le seul moyen de synthétiser les choses. Le corps a une meilleure mémoire des choses. Et je pense que si on commence, d'ailleurs je termine un livre qui va s'appeler, en fait c'est deux livres, un va s'appeler L'arbre de vie, il est terminé, et l'autre il est en route, il va s'appeler L'école d'esthétique de la Médina de Tunis, et là j'interpelle même l'intelligence artificielle, comment on peut faire approcher à l'enfant une intelligence artificielle et en faire un outil à sa mesure et à sa disposition. C'est un jeu fantastique et qui mène à la créativité. Et du coup, si l'enfant a l'expérience de la matière et du corps très tôt, il est dans l'image. C'est ça le fond du problème. Si il est uniquement dans la projection des idées et de l'abstraction, il y a un problème d'être dans le monde, c'est tout. Oui, donc en gros, pour parler, pour traiter, pour écrire sur les images, il faut se nourrir d'images et commencer très tôt en fait. Et il faut créer. Et il faut créer. Il faut créer, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire voilà tel plat, voilà tel cuisinier, il faut que l'enfant fasse la cuisine. C'est très simple, s'il ne fait pas la cuisine, il ne saura jamais apprécier à sa juste valeur la cuisine des autres. Et donc très tôt, il faut le mettre sur le métier. Et c'est le métier de l'image. Naturellement, c'est une abstraction comme ça, mais avant de faire du cinéma, moi j'avais fait un travail à peu près 20 ans de travail avec les enfants. Oui. Et ce travail-là m'a beaucoup appris parce que moi, au départ, je pensais une chose simple. Pour transformer le monde, il faut transformer le regard sur le monde. Si on transforme le regard, le monde change d'une manière ou d'une autre. Et j'ai travaillé sur ce regard avec les enfants. Et j'ai des travaux absolument, jusqu'à maintenant, qui m'émeuvent et qui a coupé le souffle de qualité. Je ne parle pas de l'animation habituelle qu'on trouve partout. Non, non, je parle d'une approche du langage. Le langage a sa grammaire. Comme la musique a sa grammaire, le dessin a sa grammaire, la langue a sa grammaire, la danse a sa grammaire, le corps a sa grammaire, la marionnette a sa grammaire. Toutes ces grammaires-là, lorsqu'elles sont données à l'enfant, ça lui donne le pouvoir d'aller plus loin de ce qui est habituellement montré. Une fois il a fait cette expérience, il est mieux à comprendre, à goûter et à juger ce qu'il reçoit. Et c'est le travail. Et donc, lorsque j'ai désespéré en Tunisie
de cette expérience que j'ai vue qu'on me traitait comme un simple animateur qui s'occupe des enfants, etc. J'ai dit, ah, ça suffit, je vais faire autre chose. Et je suis allé dans le cinéma. Mais, donc, oui, et justement, le cinéma, c'est aussi le domaine où vous avez toujours refusé donc, la copie et le mimétisme, je le disais tout à l'heure, pour créer un autre univers. Donc vous parlez donc de ce projet, dans ce projet d'éducation à l'image, donc d'avoir des projections de films à l'école une fois par semaine, ce serait en fait mon rêve. Mais en même temps, vous me disiez l'autre jour, quand on était en train de discuter, que donc après Pas recommencer, vous avez réalisé 3 autres films. Non, après Babazi, j'ai réalisé 10 longs métrages, aucun n'est passé en Tunisie. Ouais. Et donc, maintenant vous avez décidé d'arrêter avec le cinéma. Ouais, ça suffit. J'ai passé ma vie à être mendiant, à demander 4 sous à gauche, 4 sous à droite, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Et donc, je me paye le luxe maintenant de construire mon monde par écriture. C'est-à-dire que je pense que l'écriture est nettement supérieure, parce qu'elle ne s'adresse pas seulement aux vivants, à mon sens, elle s'adresse aussi aux morts. Et le cinéma aussi, d'une certaine manière. Il laisse une trace. Il laisse une trace, mais il ne s'adresse pas aux morts. En tout cas, mon père, je ne crois pas qu'il a vu dans sa vie un seul film. Donc, si je veux lui parler, c'est par l'écriture. Et justement, parce qu'on est en train de penser en termes d'écart de temps entre les générations, donc à la fin du film, et aussi, donc là, le film, vous l'avez donc réalisé en 2014, même si vous avez eu l'idée tout de suite après la Révolution, donc en 2011. Là, on est 11 ans après. On avait tout en Tunisie. Où est-ce qu'ils sont? Je ferme les yeux. Et, non, c'est... Enfin bon, c'est une... Je n'ai pas envie de répondre par une phrase ou un jugement. Non, moi, mon réponse, c'est par l'écriture. Maintenant que je plonge dans le roman, c'est là où je vais mettre ce que j'ai vécu, ce que je ressens et ce que je voudrais passer à d'autres générations pour qu'ils n'oublient pas ça. Et, mais dans ce projet d'écriture, vous continuerez de traiter de l'image, d'une certaine manière. Non, la poétique est image. C'est-à-dire que lorsque... vous savez, la culture arabe, elle part d'un poème, qui est le plus grand poète du IVe siècle, donc 2 siècles avant l'islam, qui est Imrou al-Qais. Et le premier vers, il parle de la trace que le pied de la bien-aimée a laissée dans le sable et que le vent est en train d'effacer. Et tout part de là, toute l'esthétique part de là, de cette fragilité, de ce vent qui efface tout, et que l'être n'a que le poème pour résister à la mort. Merci beaucoup, Nasser.